Nous allons terminer la journée par une table ronde. Donc une table ronde où le projet, c'est de pouvoir échanger avec les partenaires et les soutiens d'expérimentation de la Caisse de Gironde quant à la suite envisagée au niveau local et au niveau national, en s'appuyant sur finalement leur vision de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant et comment tout cela va pouvoir se poursuivre. Donc on va être deux animateurs de cette table ronde qui sont présents un petit peu depuis le début de ce projet sur la Gironde. Donc Jacques Bosset, qui est un paysan conventionné depuis le début et partenaire aussi. Et puis moi-même, Martine Jutan, qui suis chercheuse et qui suis tout particulièrement la Caisse de Bordeaux depuis le début. Parmi nous, 4 intervenants, donc Alexia Gross, coordinatrice au CIVAM de l'accès à l'alimentation durable pour tous au sein du réseau, mais qui reviendra sur ses activités. Harmonie Le Sermenier, adjointe au maire chargée de l'accès aux droits, des solidarités et des seniors et vice-présidente du CCAS de la ville de Bordeaux, qui est un des partenaires centraux de la Caisse Gironde. Ève Demange, conseillère départementale de Gironde et présidente de la commission agriculture et alimentation, partenaire aussi central pour la Caisse de Gironde. Et Olivier Budge, gérant de 2 magasins Biocoop de la métropole de Bordeaux, administrateur du fonds de dotation Biocoop et qui soutient plusieurs expérimentations SSA au niveau national. Jacques, je te passe la parole. Ouais. Alors, on va commencer par un premier chapitre qui va être plutôt économique, plutôt technique. On passera à l'institutionnel dans un deuxième temps. On va un peu essayer de prendre de la hauteur par rapport à tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on a discuté de ça dès ce matin, sur notamment cette histoire de paradoxe qui existe entre les initiatives locales, quelles qu'elles soient, donc pas seulement donc, de celle de la Gironde, mais celles qui se déroulent par ailleurs en France, et l'ambition transformatrice du projet sécurité sociale de l'alimentation au niveau national. Alors, je rappelle un petit peu les ingrédients de ce paradoxe. On a des initiatives locales qui placent au centre de leurs préoccupations le citoyen et ses approvisionnements alimentaires. L'échange, lieux conventionnés, donc les magasins, producteurs, etc., consommateurs, donc les liens entre ces deux entités-là, les liens font l'objet de toute l'attention de nos expérimentations. Les autres maillons amont de la chaîne d'alimentation restent en arrière-plan. Leurs impacts sur les résultats des expérimentations sont donc peu observés, voire passés sous silence. Le projet sécurité sociale de l'alimentation au niveau national, lui, par contre, implique et ambitionne des évolutions, voire des révolutions nécessaires pour sa mise en œuvre à chacune des étapes de la chaîne d'alimentation que je rappelle ici, la production, la collecte, le stockage, la transformation des productions agricoles par les industries agroalimentaires jusqu'aux aliments ultra transformés, par exemple, catégorie 4, la distribution et enfin la consommation. Voilà, donc ces éléments d'amont, ils sont impactés par la sécurité sociale de l'alimentation dans son ensemble, mais peu, donc, je rappelle, par nos expérimentations. Donc nous souhaitons vous interroger sur votre vision en tant qu'acteur des filières et systèmes agroalimentaires et de l'agroécologie, sur les possibles implications du projet de la SSA, donc en termes national, dans l'évolution, voire la révolution, encore une fois, de la chaîne d'alimentation. Alors, ce qu'on vous propose, on va vous poser des questions peut-être séparément, mais n'hésitez pas, surtout les uns et les autres, à réagir, puisque l'idée, c'est vraiment de ne pas avoir quelque chose de tubulaire, mais d'avoir des réels échanges. Donc, je propose de commencer par des questions auprès du réseau CIVAM et principalement d'Alexia. Donc, le réseau CIVAM, il est membre fondateur du collectif national de la SSA. Donc, il soutient depuis de nombreuses années ce développement d'expérimentation des caisses SSA et comme élément important.
L'expérimentation de la SSA, elle montre l'importance des paysans, mais en même temps une implication faible des paysans en tant que participants dans la conduite même des caisses, et pour des raisons multiples, hein, des raisons de disponibilité, des raisons d'accessibilité. Et donc tout ça voilà, nous pose question comment on va pouvoir aussi transformer le système en faisant participer et en accompagnant les paysans dans cette participation-là. Une des raisons importantes, hein, c'est la charge de travail qu'on connaît des paysans et donc leur capacité aussi à s'investir là-dedans. Donc justement, comment vous pensez, Alexia, que ces réseaux alternatifs vont pouvoir contribuer au projet SSA et comment les paysans en lien de ces réseaux vont pouvoir intégrer, en sachant en même temps que finalement, ce n'est pas la masse la plus importante d'agriculteurs qui participent à ces réseaux. Donc comment on va pouvoir finalement modifier les choses à partir de là. Et quels moyens de mobilisation, justement, peut-on enclencher pour ça? La création de consolidation de partenariats entre les locaux et le national vous paraît-il être un levier pour ce système-là? Donc voilà, plusieurs questions et vous pouvez évidemment accompagner tout ça de vos expériences multiples. Bon, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Réseau CIVAM, CIVAM, ça veut dire Centre d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural. On est un organisme de développement agricole et une association d'éducation populaire. Et avant de parler de toutes les questions qui ont été posées, je voulais quand même revenir un peu sur la genèse et de pourquoi beaucoup d'organisations paysannes soutiennent le projet politique de SSA en retraçant un peu le portage de cette question-là à Réseau CIVAM. Juste pour recontextualiser un peu comment on en est arrivé à se positionner, souvent quand on dit qu'un organisme de développement agricole se positionne sur ces enjeux de sécurité sociale de l'alimentation et plus globalement de lutte contre la précarité alimentaire, on a l'impression que c'est deux mondes qui se rencontrent et qui n'avaient pas forcément de lien auparavant. Réseau CIVAM, du coup, encore une fois, on a un historique de 60 ans de travail derrière nous et c'était plutôt basé sur de l'échange entre pairs, entre agriculteurs et agricultrices, entre citoyens et citoyennes du monde rural pour en fait, travailler ensemble à des problématiques et les lever avec l'intelligence collective. Et en fait, depuis 15 ans maintenant, les questions de précarité alimentaire, je pense que comme dans tous les milieux, elles ont un peu frappé de plein fouet l'ensemble des acteurs. Et il y a eu une double réflexion de la part des producteurs. Dans notre réseau, il y a beaucoup de producteurs qui font ce qu'on appelle de l'accueil social sur les fermes, c'est-à-dire qu'on entend beaucoup parler d'accueil pédagogique, d'accueil des enfants pour faire voir les modes de production durable, mais il y a aussi de l'accueil social qui accueille du public en grande précarité, les centres d'hébergement d'urgence qui viennent sur les fermes pour avoir aussi une parenthèse dans leur vie. Il y avait du coup un contact entre ces personnes-là et des producteurs du réseau qui ont un peu chamboulé, remué les agriculteurs qui faisaient de l'accueil. Et en parallèle, il y avait aussi beaucoup de nos producteurs qui faisaient du circuit court, qui vendaient et qui commercialisaient en circuit court, et qui se rendaient bien compte que la population et leur clientèle, c'était un public aisé, c'était un public qui avait les moyens de venir se fournir chez eux. Et du coup, de cette réflexion-là, il y a eu tout un nœud en disant comment on reconnecte les producteurs et les personnes qui nourrissent, et comment on reconnecte les gens qui se nourrissent avec les producteurs qui leur fournissent leur nourriture. Du coup, c'est un peu comme ça qu'on est arrivé sur ces enjeux-là. Et on s'est dit comment on n'était pas les seuls, hein, mais comment on travaille sur cette reconnexion-là pour faire un vrai changement de système. Et pourquoi on porte la SSA comme levier de transformation des systèmes agricoles par l'alimentation. C'est que, en fait, depuis, ça paraît, je vous apprends rien, mais on a beaucoup poussé pour des changements par le haut, par des politiques publiques structurantes autour de l'agriculture à l'échelle européenne, avec la PAC, à l'échelle française. Et en fait, on se heurte à beaucoup de blocages qui soient institutionnels, qui soient politiques, qui soient économiques. Et du coup, ça nous semblait aussi important de dire en fait, comment on recrée un rapport de force. Et ce rapport de force, pour nous, il passe par une mobilisation très large et par la mobilisation de l'ensemble des citoyens et citoyennes pour qu'ils puissent se réapproprier cette alimentation. Et cette réappropriation, elle passe par... nous, on fait ce qu'on appelle le pari de la démocratie. On estime que si l'ensemble des citoyens et citoyennes ont les connaissances nécessaires pour comprendre les enjeux du système alimentaire, ils font les bons choix. Et c'est par ces changements à l'échelle des citoyens qu'on va pouvoir entraîner les systèmes agricoles. C'était juste la petite genèse pour quand même dire que c'est quand même un enjeu majeur. Et c'est aussi pour ça que Réseau CIVAM porte les enjeux de SSA.
Je voulais juste revenir sur quelques freins, tu les as évoqués au début. J'ai l'impression, là, pour reparler des expérimentations et de parler du fameux paradoxe entre expérimentation et projet politique à échelle nationale, je pense que c'est aussi important de bien redistinguer les deux. Les expérimentations, elles expérimentent des choses, il y a plein de choses qui vont marcher, qui vont moins bien marcher, et elles visent à alimenter ce projet politique national qui est loin d'être complètement défini. Nous, les retours qu'on a côté producteurs sur la mobilisation dans les expérimentations, c'est pas propre aux expérimentations de caisse de SSA d'avoir de la difficulté à mobiliser des producteurs. C'est le cas dans l'ensemble des projets qui touchent à l'alimentation. Il y a des contraintes évidemment logistiques, de temps, aussi de parfois sentiment d'absence de concret au lancement des expérimentations. Des producteurs qui vont s'investir quand ils vont voir la finalité et des actions très opérationnelles dans lesquelles ils pourraient s'investir. Nous, c'est aussi les retours qu'on a des adhérents de notre réseau qui nous disent le projet politique de SSA, bien sûr qu'on y adhère, mais très concrètement, nous, on a besoin de choses sur lesquelles on peut s'accrocher. Et enfin, des freins qui sont aussi pas négligeables, c'est les freins économiques de l'investissement des producteurs et des productrices dans les initiatives de caisse. Les initiatives de caisse, encore une fois, pour remettre dans l'histoire, ça fait pas très longtemps et on ne sait pas combien de temps non plus ça va durer. Donc il y a aussi cet enjeu-là d'avoir une assurance d'un débouché économique pour certains producteurs, en disant on veut bien changer nos circuits de commercialisation, approvisionner la caisse, mais il faut que ça puisse être pérenne pour s'assurer qu'on ne change pas nos débouchés de commercialisation et que ensuite on les ait plus, quoi. Du coup il y a aussi ces freins-là. Mais il y a plein de solutions qui sont déjà expérimentées à l'échelle des expérimentations pour lever ces freins et pour éviter encore une fois que ce changement de système agricole repose sur les producteurs qui soient militants et qui acceptent d'être conventionnés par la caisse, un peu sous le même format que la mutualisation dans les supermarchés, en disant les pratiques alimentaires, elles restent principalement dans les supermarchés parce que les personnes qui vont s'approvisionner, elles ont envie de faire tout en même temps. Pourquoi pas réfléchir à un conventionnement plus collectif de certains producteurs. Ça peut être le cas du conventionnement magasin de producteurs qui permet aussi d'enlever une partie de la logistique aux producteurs qui veulent commercialiser. Et après, sur des enjeux un peu plus long terme et qui sont en train d'être réfléchis, il y a aussi pas mal de choses, nous, qui interrogent et qu'on a envie de travailler au sein de Réseau CIVAM, c'est de pouvoir mobiliser des agriculteurs qui sont assez loin pour l'instant des projets de caisse. On travaille pas mal sur les producteurs qui sont en circuit long, à l'inverse des circuits courts. On connaît beaucoup les circuits courts, mais typiquement, actuellement, si un éleveur laitier de notre réseau veut pouvoir approvisionner une caisse en lait, ça pose plein de questions de comment on conventionne la coopérative à laquelle il va commercialiser son lait, sous quels critères, comment on connaît mieux le fonctionnement des coopératives et comment l'éleveur laitier trouve aussi sa place dans ces projets-là. Donc on trouve qu'il y a un vrai enjeu autour de ces circuits un peu à plus grande échelle qu'on aimerait bien travailler. Et puis globalement, ça pose pas mal encore une fois de questions de mutualisation à échelle territoriale et comment on travaille sur la structuration de filières territoriales à partir de ça. Olivier, pourriez-vous nous présenter les liens que les Biocoop ont développés à ce jour avec des expérimentations de caisse SSA en France et éventuellement des cas précis, notamment celui de Montpellier, de Saint-Étienne. Voilà. Avec plaisir. Tant mieux. Alors déjà, je vais être un petit peu long au démarrage parce que je veux juste vous resituer un petit peu ce qu'est Biocoop, parce que vous connaissez tous et toutes Biocoop, je pense. Mais sauf que Biocoop, en fait, moi quand je participe à des journées comme celle-ci, je suis ravi parce que il y a 40 ans, Biocoop s'est monté de la volonté des producteurs et des consommateurs de se réunir, en fait. Et donc, en fait, les magasins Biocoop sont une conséquence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 740 magasins en France, ok, mais sauf que c'est une conséquence de la volonté des producteurs de vendre leurs produits à des consommateurs. Donc ça, c'est le point de départ de Biocoop. Par la suite, c'est devenu des magasins. Ces magasins, donc la clé d'entrée, vous savez, c'est bio. J'ai aussi entendu beaucoup aujourd'hui de local. Bio et local, est-ce qu'on les oppose? Ça, c'est des choses qui font beaucoup débat chez nous sur l'approvisionnement. Quand mademoiselle, pardon, j'ai oublié votre prénom, Alicia, parlait de Réseau CIVAM et de ce qui se fait en agriculture, nous on a les mêmes problématiques, c'est qu'on oppose aussi les produits locaux, donc les circuits courts, on a nos producteurs qui nous livrent les magasins tous les jours, et on construit des filières depuis 40 ans, et ces filières aujourd'hui, donc il y a 19
19 coopératives partenaires qui sont paysans producteurs associés de Biocoop. Derrière ces 19 coopératives, il y a 2700 fermes. Et en fait, ces filières, chez nous, en interne, ça revient tout le temps, on oppose filière et production locale. Donc c'est un peu le sujet aussi que j'ai entendu tout à l'heure en se disant, ok, on veut du circuit court, on veut se réapproprier son alimentation, mais le local d'un endroit ne sera pas le local d'un autre, et donc un fournisseur local, un producteur local qui croît, qui grandit, qui vide son activité, peut-être qu'il se développe un petit peu, et peut-être que ça va devenir du coup un fournisseur qui n'est plus local. Donc voilà, donc ça c'est un sujet qui nous interroge régulièrement, le local versus des filières construites. J'en viens à ta question. Le fonds de dotation Biocoop, il est né il y a 10 ans. On a fêté les 10 ans hier soir. On a parlé beaucoup de SSA d'ailleurs. Le fonds de dotation Biocoop, il soutient des projets d'inclusion. Il soutient aussi des... En fait, on a une approche de l'alimentation systémique. C'est-à-dire que par rapport aux enjeux climatiques, par rapport aux enjeux agricoles et de citoyens, on se dit ce tout-là doit changer. Et donc aussi vrai qu'on doit changer d'alimentation et donc on doit réduire le carnet et on doit éviter la concurrence entre est-ce qu'on donne à manger aux animaux ou est-ce qu'on donne à manger aux humains, parce que si on veut se nourrir bien dans le temps, c'est la problématique qui va nous occuper. On s'interroge aussi sur comment on fait, c'est ce que vous faites et ce que vous avez super bien fait, comment on fait pour embarquer tout le monde, le plus de monde possible, vers ce changement systémique. Donc le fonds de dotation, il travaille sur l'inclusion, il travaille sur des problématiques agricoles et de distribution, parce que nous, notre rôle aujourd'hui, magasin, on a des distributeurs. Hein. Donc j'entendais dans les ateliers aussi beaucoup des questionnements qui sont en fait des questionnements de distributeurs. Voilà. Le fonds de dotation, donc, il a lancé depuis 10 ans des actions. Et la SSA, l'année dernière, on a mis dans nos priorités stratégiques jusqu'à 2029 la sécurité sociale de l'alimentation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les prochaines années, donc là on vient de voter déjà, on avait 26 projets qui sont arrivés suite à appel à projet. On a fait un appel à projet très très rapide, trop rapide même, mais tout le monde était éligible et tout le monde a déposé un dossier de candidature et ensuite à ça, on s'est réunis au fonds de dotation, on a validé 10 dossiers et donc ces 10 dossiers qu'on a soutenus économiquement, donc il y en a 7 qui ont reçu 10 000 euros de participation et 3 qui ont reçu 15 000 euros de participation. Mais l'idée, c'est pas que l'argent aussi, c'est aussi essayer de développer aussi une ingénierie nationale. Voilà. Donc on a aussi, quand on m'a proposé les questions pour la table ronde, j'étais un peu sec, hein, parce que comment on fait pour nationaliser cette initiative locale, hyper citoyenne. Moi, je ne sais pas si vous avez la réponse, moi je ne l'ai pas vraiment. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Biocoop, on a les mêmes problématiques du national et de l'échelon territorial. Parce que vu qu'on est là pour développer les territoires et pour faire l'alimentation durable sur les territoires, on a la même problématique. Et par contre, nationalement, chez nous, on a souvent du mal à lier les actions locales des magasins et des agriculteurs pour en faire une thématique nationale. Mais en tout cas, la SSA a été retenue. Alors selon vous, quelles implications concrètes aurait un passage à grande échelle de la SSA sur le réseau des Biocoop? Tout dépend de comment on va le faire. Aujourd'hui, les expérimentations qu'on soutient, elles sont toutes très différentes. Je disais tout à l'heure, la caisse de Saint-Étienne, donc c'est des producteurs, des maraîchers qui sont eux-mêmes insertion, donc qui font de l'insertion dans les champs, qui ont développé, qui voulaient avec une resto locale de Saint-Étienne, d'insertion également, qui voulaient développer leur projet de SSA. Et aujourd'hui, ils ont un fonctionnement qui fait qu'ils sont à 80% d'auto-cotisation. C'est un modèle que moi, j'avais jamais vu ailleurs, à un niveau de cotisation pareil. Donc le national de Biocoop, ce qu'il peut apporter, c'est ce que je disais, c'est de l'ingénierie, c'est-à-dire d'aller prendre les initiatives locales et peut-être d'en tirer des grands agrégats pour essayer de les mettre en place. Mais ça serait déjà quelque chose d'assez descendant, et c'est pas trop la dynamique quand même de la SSA. Après nous, comme on est organisé en filière, on a des producteurs derrière. Donc ça, c'est une force pour nous, c'est qu'on a le maillage territorial avec les magasins. Donc aujourd'hui, notre rôle de commerçant nous obligerait de parler de la SSA à tous et toutes, parce que moi, je trouve que c'est un projet de société sans équivalent.
Aujourd'hui, voilà, si on est un peu humble, nous, magasins, on ne fait pas assez le job là-dessus. Donc on a le maillage territorial où on pourrait parler du projet, on pourrait appeler à cotisation, on pourrait faire notre boulot de commerçant, de convaincre chaque jour. Et après, les producteurs qui sont derrière nous, associés, et qui sont bien sûr là, qui sont organisés. J'entendais dans l'atelier aussi tout à l'heure les problèmes d'organisation. Oui, enfin, réinventer des choses, ça pose de gros problèmes d'organisation. Nous, ça fait quand même 40 ans qu'on fait ça, et ça fait 40 ans qu'on a développé, tout marche pas nickel, hein, mais on a développé quelques solutions. La charte qui a été développée ici en Gironde, mais qui est développée également dans chacune des expérimentations, liste un certain nombre de principes, de critères, etc., etc. Donc la question qui se pose, c'est comment ces critères qui sont donc entre le consommateur et le point de vente, comment on peut imaginer que ces critères puissent être également réutilisés et dans quelle mesure à l'échelon de la distribution, à l'échelon de la transformation, à l'échelon des organisateurs de collecte, etc., etc. Je prends un exemple, hein, on a comme critère l'aspect social des structures. Pour compléter l'exemple, vous prenez le domaine de la viande et de l'abattage de la viande, on sait très bien que c'est un secteur qui est relativement peu éclairé sur les questions sociales. Voilà. Donc comment vous imaginez un peu les choses? Est-ce que on pourrait aller vers un travail où on s'empare de ces critères et on essaie de les retravailler, de les compléter à partir du réseau qu'il y a, qui n'est pas seulement un réseau de producteurs, mais qui est aussi un réseau avec d'autres partenaires, même des partenaires financiers. Enfin voilà, il y a tout un maillage qui existe. C'est à construire ensemble, je dirais. J'ai pas la solution clé en main. Nous, on a avancé sur ce chemin aussi, par exemple, on a exclu de nos référencements et de nos rayons, on exclut progressivement, on l'a voté il y a 3 ans, on le fait progressivement parce que c'est assez radical. On exclut tous les fournisseurs qui ont des capitaux extérieurs liés à des grands groupes. Donc si LVMH possède une marque bio, vous ne la trouvez pas chez Biocop, par exemple. On exclut aussi les fournisseurs qui sont trop massivement en GMS. Parce qu'on se dit, ces gens-là, ben on l'a vu, on a parlé aussi tout à l'heure en atelier, le bio a souffert parce que la GMS est désengagée. Et quand la GMS est désengagée, les producteurs crèvent en fait, parce que c'est toujours pareil. Hein. C'est le baiser, c'est en 3 années. Première année, je te séduis. Deuxième année, je te dis, tes prix, ça va, mais c'est pas top, tu pourrais baisser un petit peu. Et troisième année, on dit au producteur, c'est le prix que je veux, sinon tu sors. Donc on sait que c'est des modèles qui ne sont pas durables. Donc par rapport à un conventionnement, si une assemblée citoyenne dit à Biocop, enfin, s'il y a un groupement national qui dit à Biocop, voilà ce qu'on aimerait travailler avec vous, on a cette logique d'esprit. Si adapté parfaitement, je ne sais pas. Aujourd'hui, on a des cahiers des charges sur tout. Biocop, on est les rois pour se rajouter des règles tous les ans. On vote tous les ans des nouvelles contraintes. Et tous les ans, on applique des nouvelles contraintes. Donc ça peut être capitalistique, ça peut être sur la réglementation sociale, ça peut être sur les modes d'élevage. Voilà. Donc je ne vous dis pas qu'on est prêt aujourd'hui, mais si quelque chose sort de consolidé, je pense qu'on sera un appui potentiel. Alors, je dirais même question, mais par rapport cette fois-ci non plus aux critères, mais par rapport à la gouvernance. Les caisses locales, on l'a encore vu ce matin, une gouvernance très démocratique, enfin, avec en tout cas cette prétention d'avoir une gouvernance la plus démocratique possible. Comment voyez-vous que cette gouvernance puisse aussi être récupérée, être réappropriée par les différents acteurs de la chaîne de l'alimentation? Bah, si on réinvente la démocratie, je sais pas, on va repartir sur ce qu'on connaît, on va faire, je sais pas. Moi, il me semble normal de mettre autour de la table tout le monde, citoyens engagés, citoyens qui ne savent pas de quoi on parle, comme vous l'avez fait, et aussi évidemment producteurs, magasins, transformateurs, restauration. Moi, ça me semble normal de faire un collectif autour de ça. Après, le collectif, l'horizontalité parfaite, c'est compliqué. Comment un collectif fonctionne, c'est dur. C'est beaucoup plus long, c'est plus effortant. Il y aura, je ne sais pas, qui prendra le pouvoir et qui prendra la décision, j'en sais rien. Nous, on peut se mettre au service d'eux. Moi, je crois qu'il y a plein de bonnes idées, il y a plein de bonnes choses. Mais moi, c'est un peu la limite du système, je crois. Hein. C'est comment on fait, on en est là, donc c'est super. Mais là, je crois qu'il y a plus de 100 expérimentations qu'on court en France aujourd'hui.
Nous, Biocop, on en soutient, il y en a 35 de magasins Biocop qui veulent mener des projets de SSA avec des niveaux de maturité différents. Après, comment on fera, quand tout ça sera sorti, comment on fera pour harmoniser, ben forcément, il y aura des malheureux. Ça va être un peu le problème de la démocratie. Hein. Qu'est-ce qu'on va retenir? Je n'ai pas de réponse claire. Si quelqu'un a une réponse, on est preneur. Pour essayer de donner une réponse à ces questions de gouvernance, je pense que personne a la question dans la salle, mais peut-être pour un petit retour d'expérience sur les expérimentations, de savoir qui on met dans la gouvernance, et notamment au lancement des expérimentations. Je pense que tout le monde est très raccord ici dans cette salle pour dire que c'est le comité citoyen et les citoyens-citoyennes qui décident de l'orientation à donner sur les actions menées par les expérimentations. Mais la place de certains acteurs économiques, elle est souvent questionnée en fait dans ces espaces-là, notamment parce que c'est quand même des acteurs qui ont des enjeux économiques, notamment dans la phase de conventionnement. Et du coup, je ne veux pas parler au nom des caisses, mais il y a pas mal de caisses qui réfléchissent à quelle place on fait à ces acteurs économiques. Elles peuvent être conviées sur certains espaces de la caisse, et elles ont peut-être aussi besoin d'espace entre acteurs conventionnés, que ce soit les producteurs-productrices, mais aussi les artisans-artisanes et les distributeurs. Et du coup, d'aménager des espaces-là sans que ça soit une instance décisionnaire, que ça soit plutôt une instance qu'on met autour de la table pour essayer de construire des solutions. Et à échelle nationale, c'est des questions qu'on s'est aussi beaucoup posées lors de... Je m'avance peut-être un peu sur le côté institutionnel, mais ça me semble être un peu en lien, sur la proposition de loi qui a été déposée à l'Assemblée nationale en octobre dernier par un député qui s'appelle Charles Fournier, et où dans cette proposition de loi, il y avait déjà une proposition de gouvernance d'un fonds national qui viserait à financer des expérimentations inspirées de la SSA. Et cette question de qui on met dans cette instance de gouvernance à échelle nationale, elle nous a beaucoup posé question. Est-ce que c'est une instance représentative avec une représentation des différents acteurs, à la fois des filières, des citoyens, citoyennes? Est-ce qu'on demande une forme de convention citoyenne à échelle nationale qui soit garante de cette gestion du fonds? Est-ce qu'on imagine encore une autre forme de représentation? Et tout ça, c'est très ouvert. Et l'idée, c'est que les expérimentations puissent aussi alimenter cette future gouvernance, on espère, nationale. Sur la question de la gouvernance aussi, localement, il y avait la question du positionnement des collectivités territoriales. Puisque ce matin, on disait on paye, on décide, mais la réalité, c'est que ce que les citoyens ont cotisé représente moins de 30% en fait, de ce qu'il y avait dans la caisse. Et il y a eu une participation importante des collectivités territoriales. Et pour nous, ça n'a pas été très évident de trouver justement les chemins pour permettre des participations, en fait, pour permettre d'injecter de l'argent public dans les caisses, tout en laissant les citoyens décider, parce que nous, on est astreint à un certain nombre de règles pour l'utilisation de l'argent public qui est voté par le conseil municipal, par le conseil départemental, par le conseil d'administration du CCS qui est composé de citoyens et de personnes élues. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a besoin d'une expérimentation nationale, qu'on a besoin que les règles changent pour permettre d'éclaircir tout ça, puisqu'il a fallu trouver comment notre participation pouvait se faire. Nous, on a... Voilà, l'argent que l'on dépense, on le vote. Ensuite, c'est vérifié par le contrôle de légalité, par la Chambre régionale des comptes. Donc, il y a une vraie réglementation de cette utilisation-là. Et donc, trouver le chemin entre l'utilisation de l'argent des collectivités, l'engagement de l'argent des collectivités et les citoyens qui décident ensuite leur laisser une autonomie de décision dans les caisses, c'était pas tout à fait évident dans l'état actuel de notre réglementation et de nos lois. Et c'est pour ça aussi que nous, on pousse parce que c'est aussi des lieux de démocratie, hein, les collectivités, qui sont composées d'élus qui sont démocratiquement élus et qu'il ne faut pas oublier, puisque la démocratie, elle se passe aussi là, à plusieurs endroits, et elle se passe aussi au Parlement. Et pour l'instant, on n'a pas réussi à faire voter une loi, soit d'expérimentation, ou plus tard une loi pour instaurer ce nouveau droit de la sécurité sociale, de l'alimentation. Donc en tout cas, il y a plusieurs échelons de démocratie où il va falloir prendre des décisions qui engage globalement dans cette direction de la sécurité sociale de l'alimentation. Merci beaucoup, parce que vous nous faites un lien direct avec cette deuxième partie. On a une spécificité un peu sur la SSA Gironde, justement, c'est la place importante des institutions et des politiques, ce qui n'est pas le cas dans toutes les expérimentations. Donc justement, Harmonie et Ève, si vous aviez en tant que politique à retenir un élément important de cette année d'expérimentation de la SSA Gironde, pour vous en tant que
politique, ça serait quoi l'élément majeur? Alors, je veux bien répondre à cette question. D'abord, je voudrais dire que je représente le président du département, Jean-Luc Glaise, qui n'a pas pu venir et qui s'en excuse. La sécurité sociale de l'alimentation, comme vous le savez, est un sujet qui lui est cher, qui lui tient à cœur, mais il est en préparation d'un conseil départemental qui a lieu lundi, qui est un conseil départemental très important. Donc voilà, je le représente, mais bien sûr, je lui ferai un compte-rendu de tous nos échanges de la journée qui sont passionnants. Ce qu'on retient particulièrement de cette première année d'expérimentation en Gironde, ce qui est vraiment un succès, et je vais rejoindre Olivier Loubradou qui a parlé ce matin, qui est donc à Local Attitude à Bordeaux, dans la caisse commune de Bordeaux, qui a dit qu'en fait, lui, ce qui l'avait le plus impressionné, c'est l'aspect démocratique de cette expérimentation. Et je pense que vraiment, c'est une grande réussite de cette expérimentation de la sécurité sociale de l'alimentation en Gironde. C'est qu'on a vraiment réussi à... alors on a pris le temps, puisqu'en fait l'expérimentation, avant que démarre l'expérimentation elle-même, il y a une phase de co-construction qui a duré 1 an, donc ça a été quand même très long de réfléchir. Avec à chaque fois 10 personnes représentantes des 4 territoires, donc 40 personnes qui ont réfléchi et qui petit à petit ont questionné leur système et qui se sont dit finalement notre système dysfonctionne, voilà, ça va pas, pour plein de raisons. Comment est-ce qu'on pourrait imaginer un système finalement qui soit idéal, qui fonctionne, qui nous convienne, qui nous permette de faire nos choix, qui permette effectivement d'aller vers un droit à l'alimentation, qu'on puisse choisir notre alimentation, et c'est eux-mêmes qui ont co-construit l'expérimentation, et après on est parti sur 1 an. Et je trouve que cette manière de fonctionner, qui a été très bien accompagnée par le collectif Acclimatation, qui est quand même un collectif d'associations, un collectif donc citoyen, avec le soutien des collectivités. Nous on était là bien sûr, mais on était là aussi quelque part en soutien, mais aussi on observait ce qui se passait. Ce collectif a vraiment organisé la réflexion, a organisé le cheminement, et derrière, après, il y a eu les caisses communes qui ont pris le relais, et je trouve que toute cette façon de fonctionner, qui vraiment a montré que c'était une vraie réussite, qu'il y avait une vraie démocratie, que les citoyens s'étaient vraiment emparés de ce sujet, qu'ils avaient collectivement décidé en fait de ce qu'ils voulaient, et il y a eu de nombreux problèmes qui n'ont pas manqué de se poser, des tas de questions qui se sont posées au fur et à mesure que l'expérimentation se déroulait. Dans les caisses communes, il y avait beaucoup de débats, beaucoup de discussions, et on se rend compte que l'intelligence collective a vraiment permis de dépasser toutes les questions qu'il y avait, et qu'au fur et à mesure, on trouvait des solutions, qu'ensemble, les citoyens y trouvaient des solutions. Moi, je trouve que ça, en tout cas en tant qu'élu, c'est quelque chose dont je suis très fière. Je suis très fière qu'on ait pu permettre d'ouvrir cet espace, de lancer, de permettre cette expérimentation, de faire la preuve que c'est possible, dans un contexte dans lequel, finalement, parfois, on est un petit peu... il y a un contexte qui parfois peut être un peu déprimant. Je trouve qu'une expérimentation de ce type, quand elle est réussie comme ça, c'est extrêmement positif, extrêmement prometteur, et qu'en tout cas, elle peut essaimer. On a fait la preuve que ce type de fonctionnement de façon très territorialisée avec les citoyens peut fonctionner, peut mener à des résultats, peut réussir. Et je pense que pour moi, c'est vraiment ce que je retiens de cette expérimentation. Alors, 2 choses que je pourrais dire. La première, c'est que je constate avec une grande satisfaction que nos collectivités, notre CCAS, les agents publics ont une capacité à s'adapter et à expérimenter. Et ça, c'est vraiment important parce qu'on a des grands enjeux qui sont devant nous, et de pouvoir se dire qu'on a des collectivités qui peuvent s'adapter à ces demandes citoyennes, de changer de modèle, à ces demandes révolutionnaires sur les modèles qu'on connaît. Ça nous montre que localement, peut-être même plus que nationalement, on a cette possibilité à faire différemment, à inventer des choses différentes, à faire des pas de côté, à le faire avec les citoyens. L'autre chose, c'est que je parlais de ces grands enjeux. Aujourd'hui, on a un défi, peut-être un des plus grands défis que l'humanité a relevé, c'est la question du changement climatique et de la préservation de l'environnement. Qu'on a un défi très important sur la question de la pauvreté. On le sait, aujourd'hui, on a reculé de 30 ans en termes de taux de pauvreté en France. On a aussi
une nécessité de créer du lien entre la population, alors que ça se polarise entre les gens, qu'il y a des tensions très importantes. Et puis, on a une nécessité de donner un second souffle à la démocratie. Et on le dit depuis ce matin, cette expérimentation de la sécurité sociale de l'alimentation, elle vient répondre à tous ces différents défis. Elle lutte contre les inégalités, elle donne un second souffle à la démocratie en travaillant dans une forme proche des conventions citoyennes où les gens se réunissent, mettent en place, s'interrogent, se cultivent sur des sujets, trouvent des solutions et ensemble les mettent en place. Et puis c'est un système, cette sécurité sociale de l'alimentation, qui est favorable à l'environnement en structurant les filières d'une autre manière, en luttant contre la surexploitation et la surconsommation. Et donc c'est en fait une solution d'avenir et une solution qu'on devrait pouvoir pousser à mettre en place. Et ça fait maintenant 3 ans qu'on travaille dessus, et à chaque fois qu'on en parle autour de nous, moi quand j'ai parlé de la sécurité sociale de l'alimentation en disant voilà, ce que l'on veut au fond, c'est la création d'un nouveau droit universel sur le modèle de la sécurité sociale de la santé, les gens ne disaient pas non mais ça c'est complètement fou, on ne pourra jamais le mettre en place, ça n'a pas de sens, ça coûtera trop cher. Les gens trouvent ça bien et voudraient aller vers ça. Donc il y a aussi de la place dans la société pour l'invention de nouveaux droits, la mise en place de nouveaux droits, et même les gens envisagent que l'on puisse ensemble participer, mettre en commun notamment des richesses, alors que ce soit des richesses individuelles ou des richesses de notre pays, ou aller chercher de l'argent dans le privé pour créer un nouveau droit qui nous concerne tous et toutes. Et ça, je trouve que c'est un peu réjouissant, notamment parce que tu disais, Ève, il y a pas mal de choses déprimantes sur la question de la sécurité sociale de la santé. On a des très gros reculs aujourd'hui, et où on nous dit, on n'a pas le choix, c'est comme ça, c'est obligé, on ne peut pas faire autrement. Eh bien si, on peut faire autrement si on le décide et si on trouve les moyens de le faire. Et c'est ce qu'on a prouvé avec cette expérimentation. Alors juste peut-être une question en direction de Ève et du département, parce que je sais que voilà, la municipalité, c'est plus compliqué de se positionner sur la question que je vais poser à l'heure actuelle de futures élections. Est-ce que ce projet de SSA, dans le contexte économique actuel, on peut encore envisager une suite au niveau local et au niveau national? Parce que, voilà, comment faire? Parce que peut-être qu'il y a des expérimentations où il y a 80% de recouvrement par la cotisation, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir différentes pistes, mais le département, est-ce qu'il peut nous donner des pistes autour de ça? Alors le département, clairement, là, cette première étape, on va dire, qu'on a accompagnée, a permis vraiment d'ouvrir cet espace dont on parle là, dans lequel on s'est dit, bon voilà, ça dysfonctionne. D'un côté, on a des agriculteurs qui, en Gironde particulièrement, sont dans une crise agricole, viticole très grave, avec des revenus moyens de 600 €. De l'autre côté, on a une précarité alimentaire très forte. Comment on ouvre un nouvel espace dans lequel on s'autorise à imaginer autre chose, et à quoi ça pourrait ressembler? Et en fait, on a créé ensemble, ou plutôt on a, avec les citoyens, redonné le pouvoir aux citoyens pour finalement ouvrir quelque part, créer cette utopie réaliste, de dire voilà le modèle dont on rêve, voilà ce qu'on aimerait réaliser. Donc maintenant, je pense qu'on a quand même plutôt bien cheminé. Je disais qu'il y avait eu plein de freins, plein de questions qui se sont posées. On a levé beaucoup de freins durant ces 2 premières années. On est arrivé quelque part à un modèle, je pense, qui est intéressant et surtout qui est co-construit par les citoyens. Et ce modèle, maintenant qu'on l'a, on ne va pas s'arrêter. Évidemment, on ne va pas dire, ok, ce modèle finalement qu'on a imaginé ensemble, on ne va pas s'arrêter là. L'idée, c'est de pouvoir continuer à accompagner finalement ce collectif Acclimataction pour arriver à poursuivre cette réflexion. Alors il y a plusieurs moyens de continuer à le faire. Évidemment, il y a la question d'ailleurs, on a eu des ateliers qui étaient vraiment intéressants tout à l'heure, où on réfléchissait sur la question notamment d'embarquer maintenant les entreprises. C'est-à-dire que maintenant qu'on a construit un modèle qui est convaincant, où quelque part on a en plus beaucoup d'autres territoires qui travaillent dessus,
de se dire comment est-ce qu'on pourrait finalement aller chercher d'autres moyens, d'autres financements et embarquer, pourquoi pas, des entreprises qui auraient envie. Donc il y a plusieurs pistes qui ont été évoquées et ça pourrait être intéressant de voir comment finalement les collectivités qui sont quand même aussi quelque part des animateurs du territoire, qui peuvent embarquer aussi avec elles d'autres acteurs, pourraient finalement mobiliser différemment, s'impliquer différemment, parce qu'effectivement, il ne vous aura pas échappé qu'on est dans un contexte budgétaire qui est quand même pas le plus faste qu'on ait pu avoir, mais pour autant, il y a quand même encore plein de manières de pouvoir agir. Et puis, l'autre sujet sur lequel il faut qu'on travaille, c'est la question du plaidoyer. Comment est-ce qu'on fait maintenant qu'effectivement, on commence à avoir des modèles qui sont convaincants, on a des chercheurs, merci, il y en a plein qui sont présents, il y a plein d'autres territoires, et c'est très réconfortant, intéressant, passionnant d'écouter aussi tout ce qui se passe ailleurs. Il y a beaucoup de modèles différents qui sont testés, expérimentés, de monter un plaidoyer et pour pouvoir aussi aller chercher d'autres moyens. Pourquoi pas? On avait essayé effectivement avec une première proposition de loi. On n'a pas forcément réussi à aller au bout, mais je veux dire, pour autant, on ne va pas s'arrêter quand même en si bon chemin. Donc l'idée, c'est de poursuivre, pourquoi pas d'aller effectivement récupérer potentiellement d'autres financements, et puis aussi vraiment d'aller embarquer finalement de plus en plus de collectivités, de parlementaires dans cette question de comment est-ce que ce modèle, qui est un vrai modèle révolutionnaire de changement de société, de système alimentaire dont on a absolument besoin. Je dirais qu'aujourd'hui, au point où on en est, de la situation, de la gravité de la situation du monde agricole, vraiment, et de la précarité alimentaire, enfin, je veux dire, quelque part, c'est juste absolument nécessaire d'avoir un modèle comme celui de la sécurité sociale alimentaire, de l'alimentation, qui propose autre chose. Si je peux compléter, ça rejoint le système de la problématique de la gouvernance qu'on avait tout à l'heure, puisque les financements publics, c'est compliqué. Je ne sais pas si ce sera mieux dans 3 ans, mais la pente n'est peut-être pas dans ce sens-là, je ne sais pas. Mais à partir du moment où on imagine du coup faire appel à des acteurs privés, les acteurs privés sont saturés aussi de demandes parce que le monde associatif est en difficulté, parce qu'en fait c'est les vases communicants, donc le monde associatif va aller voir les acteurs privés parce que le monde associatif n'a plus ce qu'il avait avant. Et du coup sur la gouvernance, par rapport à ce que vous disiez, il est indispensable que la démocratie imaginée prenne en compte tous les acteurs et soit inclus dans la gouvernance. Parce que moi, en bon français, j'aime pas qu'on m'impose de faire des choses. Donc, si je décide... On a fait un projet de SSA sur la fac avec les étudiants, qui n'est pas le même sujet, mais je m'étais promis d'en dire juste un mot quand même. Moi, j'ai reversé de la marge des produits vendus aux étudiants, j'ai reversé ma marge aux assos. Je trouve ça normal. Je l'ai fait de mon bon gré. Si on m'oblige de le faire, je serais peut-être moins d'accord. Mais comme effectivement, on avait ce fameux critère démocratique où on a décidé des choses ensemble, moi, ça me semblait normal, du coup, d'abonder à la caisse locale et de faire en sorte de soutenir les assos qui ont été là-dedans. Juste si je peux ajouter un mot. Alors déjà, je ne réponds pas sur les perspectives, c'est pas parce que j'ai pas envie, mais c'est parce que je suis soumise à une période de réserve électorale, parce que les élections municipales ont lieu dans moins de 6 mois. Sur la question d'être obligé ou pas obligé, alors ça pose quand même... On voit dans les résultats que proportionnellement, à proportion de leurs revenus, ce sont les personnes les plus aisées qui ont le moins participé. Donc ça pose la question aussi du consentement individuel et totalement volontaire à donner une part de ses revenus pour un bien commun. Et la somme des intérêts particuliers ne fait jamais l'intérêt collectif. Donc il y a la question du consentement à l'impôt, qui est un consentement que l'on a tous donné globalement à la levée de l'impôt. Pour autant, l'impôt, ça fonctionne parce que c'est obligatoire et parce qu'il y a des poursuites qui ne s'éteignent pas si on ne paye pas l'impôt et qui peuvent vous bloquer dans d'autres choses. Et si aujourd'hui on décidait de dire chacun est libre, donnez ce que vous voulez, peut-être qu'on n'aurait pas autant d'argent public pour mettre en place tout ce que l'on met en place, et d'ailleurs que l'on arrive de moins en moins à mettre en place. Et on voit d'autres exemples dans d'autres pays, par exemple aux États-Unis, les choses sont beaucoup plus difficiles en termes d'argent public et d'argent commun. Donc la question quand même d'obliger les gens à un moment à reverser, elle se pose quand même. Mais elle ne peut que fonctionner
Elle ne peut fonctionner que si on est dans un pays globalement démocratique où les gens reconnaissent la démocratie et donc ont ce consentement à l'impôt. Et aujourd'hui, la difficulté qui se pose, c'est qu'on voit que les choses, c'est ce que je disais tout à l'heure, se polarisent, que les gens croient de moins en moins à la démocratie, y participent de moins en moins, et même qu'on a toute une partie du pays qui fait sécession et qui refuse de participer au bien commun et qui menace à chaque fois qu'on dit peut-être on va devoir augmenter les impôts parce qu'on ne peut plus payer l'hôpital, l'école ou l'alimentation, dit bah, si c'est ça, nous on part s'exiler fiscalement. Donc on a ces problématiques-là de trouver du sens. Et je pense que c'est en ça aussi que répond le projet de sécurité sociale de l'alimentation, c'est qu'il remet du sens dans la cotisation, la participation et aussi le bénéfice d'un projet commun. Je voulais juste rebondir sur ce qui a été dit, parce que j'ai l'impression que vous avez parlé du consentement à l'impôt ou à la cotisation de la part des personnes. J'ai l'impression que là, c'était plutôt sur le consentement des entreprises et des acteurs économiques qui contribuent à la caisse. Et peut-être pour un peu compléter ce que vous avez dit, évidemment que les acteurs économiques, ils ont un rôle à jouer, mais ça pose la question de si c'est uniquement volontaire de la part des acteurs économiques conventionnés. Je pense que le discours que vous avez, si c'était Carrefour qui le tenait en disant on le fera uniquement si c'est volontaire et si on se sentait contraint, on ne le ferait pas, ça ne serait pas exactement la même chose. Donc il y a aussi un enjeu de contrainte des acteurs économiques, quels qu'ils soient, aussi sur les profits que généreront sur un passage à l'échelle nationale d'un projet de SSA. Comment on s'assure aussi que ce profit réalisé par la SSA il soit encadré et pas entièrement récupéré par l'ensemble des grands distributeurs. Et du coup, ça s'applique sur les grands distributeurs comme sur Biocoop. Enfin, c'est les mêmes enjeux, quoi. Merci beaucoup. Je pense que vous avez peut-être des questions dans la salle, donc on va laisser la place aux interventions de la salle. C'est une question de terminologie, en fait. Sur la question du droit dont vous avez parlé tout à l'heure, est-ce qu'on ne va pas aussi parler de propriété sociale, c'est-à-dire que la cotisation comme base d'une propriété sociale, c'est ce que disait Castel en fait en sociologue, et donc la revendication du droit, c'est intéressant, mais la question de l'appropriation comme inscription d'une propriété, évidemment comme d'être bien nourri, me semble, disons, quelque chose à développer aussi. Oui, alors c'est très, très philosophique. Je sais pas, moi, personnellement, j'arrive pas à le penser en termes de propriété et d'appropriation, mais je le pense en termes de bien commun et de droit fondamental. Et comme on doit avoir un bien commun et un droit fondamental de l'accès à l'eau potable, par exemple, ça pourrait être la même chose pour l'alimentation. On a des systèmes obligatoires qui sont mis en place pour l'accès à l'eau potable. Quand des gens ne payent pas, n'arrivent plus ou ne veulent plus payer l'eau, on a des encadrements et des interdictions qui concernent les coupures d'eau. Il faut toujours laisser un minimum l'accès à l'eau. Pour l'alimentation, on n'a pas ça. On n'a aucun droit minimal d'accès à l'alimentation. On a des aides alimentaires, des urgences alimentaires, mais qui restent, il faut que les gens se déplacent, ils ne sont pas sûrs d'avoir un accès, de repartir avec quelque chose. Hier, j'ai fait une maraude avec une association, les Gratuits Gironde Solidarité, au lac. Une maraude qui a eu lieu de 19h à 21h et quelques, qui faisait 3 degrés. Les gens sont dehors, ensuite ils retournent vivre en tente, donc en plus, ils vont même pas se réchauffer après. Il n'y a pas forcément des produits qui sont adaptés à leur régime alimentaire, à leurs besoins. Il y avait par exemple une personne qui était très âgée, qui avait plus beaucoup de dents et qui disait mais moi je vais pas pouvoir manger des pommes ou du chou-fleur. Enfin voilà, tout ça est quand même extrêmement fragile. Les bénévoles, ils sont aussi là à 3 degrés, ils sont très fatigués, frigorifiés. Tout ça repose sur la bonne volonté et donc est extrêmement fragile. Et c'est pour ça que moi je crois que passer par la notion de droit et de droit universel et de droit commun, c'est aussi dire que nous avons tous un droit et donc que la collectivité a un devoir de rendre ça accessible. Aujourd'hui, on n'a pas de devoir, par exemple Bordeaux n'a pas de devoir de faire en sorte, ou l'État, je ne sais pas, l'État remarque, si, plutôt l'État, mais est-ce qu'il y a une obligation de moyens ou est-ce qu'il y a une obligation de résultats? Est-ce que je peux attaquer l'État en justice en disant mais moi aujourd'hui j'ai eu faim? Voilà, j'ai eu faim, j'ai pas pu m'acheter à manger, j'ai pas pu avoir accès à manger. Est-ce que je peux attaquer l'État en justice? Bon, ces droits, ils sont aussi pas mal rabotés par la jurisprudence. D'où la nécessité de faire avancer l'état de notre droit pour ancrer ça. C'est comme le droit au logement, à l'hébergement, pour faire ancrer ça et pour le faire respecter.
Je ne réponds pas à votre question, mais c'est une information pour le public. Il y a une initiative européenne qui s'appelle Good Food for All, qu'il faut absolument signer, parce que si ça dépasse le million de signatures, il y aura des avancées pour que l'Europe mette la pression aux États. Aujourd'hui, les États ont l'obligation de nourrir. Par contre, on ne dit pas dans quelles conditions. Et effectivement, on ne sait pas si c'est l'obligation de nourrir les États. Mais par contre, les États n'ont aucune obligation de bien nourrir. Et donc Good Food for All, l'idée, c'est justement de mettre la pression sur les États pour qu'il y ait une alimentation de qualité pour tous. Pour préciser sur cette initiative européenne, peut-être que tout le monde ne maîtrise pas vraiment ce que c'est une initiative européenne. C'est des initiatives qui sont initiatives citoyennes. C'est des initiatives qui sont remontées par des citoyens des membres des pays de l'Union européenne qui proposent un texte qui est ensuite soumis à la Commission européenne s'il recueille suffisamment de signatures. Et juste en termes logistiques, j'allais aussi parler de ça, parce que il y a une proposition qui est remontée à la Commission européenne et dont la campagne est ouverte début janvier 2026. Entre janvier et juin 2026, elle sera ouverte à signature si on obtient 52 000 signatures en France, ce qui n'est pas énorme. Cette proposition de loi, elle va être examinée par la Commission européenne. Et ce qui est intéressant avec le sujet d'aujourd'hui, c'est que dans cette rédaction de texte d'initiative, on mentionne la sécurité sociale de l'alimentation comme une piste à explorer, et c'est pas rien de faire obtenir ça auprès de la Commission européenne. Moi, je fais partie de la caisse de Sud-Gironde depuis 3 ans, et je suis ravi d'en faire partie, mais il y a une question qui me taraude depuis le début. En 1946, quand on a mis en place la sécurité sociale et le système de retraite, tout le monde sait qu'il va vieillir, tout le monde sait qu'il peut être malade. Tout le monde ne sait pas qu'il peut avoir besoin des autres pour manger. Donc comment allez-vous faire pour convaincre, parce que vous avez dit aussi que ce sont les plus aisés qui ont le moins contribué proportionnellement à la sécurité sociale de l'alimentation. Donc comment vous allez faire pour convaincre de l'acceptation à l'impôt dans ce cadre-là? Alors je pense juste pour rajouter, je pense que tout le monde sait que pour manger, il a besoin des autres. Parce qu'il a besoin des agriculteurs, des paysans, de la filière et finalement du système lui-même. Et juste pour répondre sur la question de consentement à payer, c'est ça la question derrière tout ça. C'est aussi pour ça qu'on revendique un passage à l'échelle nationale, avec une cotisation qui deviendrait obligatoire pour éviter cette question de reposer sur du don ou reposer sur le volontarisme des personnes les plus aisées qui ont envie de donner à la caisse. C'est bien l'idée d'avoir ça dans une réglementation et d'avoir un changement législatif qui l'entraîne. Bon, je pense que la question de la sensibilisation, de la mobilisation, de la réalisation de l'importance de l'alimentation dans notre vie et surtout du fait qu'elle est en danger aujourd'hui par rapport à la situation actuelle de l'agriculture en France. Il me semble que c'est des sujets qui peuvent mobiliser et en tout cas donner envie d'aller vers un système différent, de changer de modèle. Clairement, on le répète encore et encore que les agriculteurs, finalement, année après année, il y a une très grave crise. Ils n'ont pas assez les revenus ne sont pas là. Donc on a la Terre de Liens, je crois que c'était la semaine dernière, disait qu'il y avait 40 000 fermes qui en fait avaient disparu en 3 ans. On a les problèmes de l'eau qui petit à petit, là c'était UFC que choisir, qui disait qu'on avait des gros problèmes d'eau. Notre eau devient polluée en fait. On a à cause des pesticides, nitrates. C'est quelque chose qui est quand même... je pense qu'il monte dans la société. Ça ne fait que même pas 100 ans qu'on a un système d'agriculture entre guillemets conventionnel avec l'utilisation de pesticides, l'utilisation d'intrants, etc. C'est un système quand même qui est à bout de souffle. On voit bien qu'on arrive au bout de quelque chose. Et pour moi, je pense que d'arriver petit à petit à faire monter cette prise de conscience dans la société, d'arriver à faire monter ce sujet et de montrer que derrière, il y a une question de santé en fait qui se joue. Il y a aussi la santé, finalement, si je mange bien, si je m'alimente bien, finalement, je suis en meilleure santé, je vais rester en bonne santé plus longtemps. Si ça, j'en suis convaincue, je suis prêt à ce moment-là à me dire que je vais pouvoir mettre des moyens pour avoir une alimentation de qualité. Mais c'est vrai que ça repose sur vraiment un travail de fond très important dans la société pour mobiliser, faire prendre conscience et surtout que ce sujet ne repose pas que sur les agriculteurs. Parce qu'aujourd'hui,
Les agriculteurs, finalement, eux, c'est vrai que notamment ceux qui font bien, qui sont en agroécologie, qui sont sur des modèles de fermes à taille humaine, qui sont en circuit court, ou même qui vraiment travaillent à essayer de changer leurs pratiques, parfois disent, parce qu'on vient d'avoir la crise de la bio, quand même une des plus graves crises de la bio, qui disent, nous, on a fait tout bien, et en fait, on n'a pas de soutien. On n'a pas de soutien assez fort des citoyens. Les citoyennes, ils ne sont pas assez derrière nous pour nous soutenir. Je vais juste répondre. Moi, j'ai une réponse très simple et en même temps très compliquée. En fait, il faut mettre fin au capitalisme. En fait, c'est pas... faire en sorte que ce soit plus notre modèle économique principal et universel, puisque finalement, ce qu'on essaie de se dire là, c'est que le modèle individualiste de capitalisation, d'accaparement des richesses et de profit est ce qui tue le lien social, mais ce qui tue aussi la capacité de chacun, et notamment des agriculteurs, à vivre de leurs revenus. Donc on doit changer, et c'est en ça qu'on parle de révolution, on doit changer de modèle de société, et on doit enfin reconnaître que notre société est une société d'interdépendance et pas une société de prédation des uns sur les autres. Ma question, c'est parce que je partage bien sûr ces constats et je pense qu'on les partage tous sur les limites et ce qu'il faut faire. Et pour autant, j'ai l'impression qu'on recule toujours. Enfin, moi, ça fait que 10 ans que je travaille sur ces sujets. Et quand je vois les résultats électoraux, j'ai l'impression qu'on recule, les politiques nationales, on recule, les politiques européennes, on recule. Enfin, pas que, bien sûr, il y a des bonnes nouvelles. Hein, mais du coup, comment... j'entends aussi ce discours de mettre fin au capitalisme, et je partage, bien sûr. Et du coup, maintenant, comment on crée un récit pour dépasser ces postures, parce que bon, c'est un peu la même question qu'on a à toutes les échelles, et je ne sais pas si vous pouvez y répondre dans le cadre d'une réserve électorale, mais comment on dépasse, et peut-être comment, parce que je pense que la question de la SSA, elle crée un nouveau récit qui est assez enthousiasmant, et c'est ce qu'on constate tous ici, à différentes échelles, dans différentes structures, ou citoyens, ou participants dans nos différents rôles, et comment ce récit, il arrive aussi à répondre au diagnostic de ceux qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas celui d'une planète aux ressources finies, qui est celui de la peur, d'autrui, j'en sais rien en fait. Moi j'ai envie de savoir comment ce récit peut dépasser ce qu'il dit, c'est-à-dire la question de l'alimentation, de la démocratie, et s'adresser aux autres problématiques qui sont prioritaires de ceux qui ont des diagnostics autres et qui vont voter pour ceux qui répondent à des réponses autres et des priorités autres. Et je ne sais pas si vous avez une réponse, mais il nous faut des réponses, quoi. Il faut qu'on arrive à dépasser un petit peu ces postures qui fatiguent, quoi. Je pense que c'est ce sur quoi vous mettez le doigt, c'est aussi un échec global de la classe politique. Parce qu'en réalité, ce que l'on doit faire aujourd'hui pour ça, c'est convaincre les gens. C'est aller convaincre les gens. Et être convaincu de ce que l'on défend et aller convaincre les gens. Et on n'y arrivera pas sans ça. En fait, là, vous posez encore un autre problème plus large, mais on n'arrivera pas à maintenir nos droits et à maintenir notre système en tablant sur le fait qu'à un moment, on va faire front tous ensemble contre un danger plus grand. Et parce que là, on est au bord du précipice et qu'on ne peut pas aller plus loin. Donc en fait, il faut aller sur le terrain et aller convaincre les gens, et pour ça, recréer du commun. Et c'est ce qu'ont fait les gens dans la sécurité sociale de l'alimentation, c'est qu'ils ont travaillé ensemble. Ils ont trouvé des solutions, ils et elles ont trouvé des solutions, se sont convaincus, et ont convaincu autour d'eux, sont venus convaincre les personnes politiques, parce que nous, on y a mis par exemple de l'argent de nos collectivités. Nous, on est allés convaincre nos conseils municipaux, conseils départementaux, conseils d'administration du CCAS, et c'est par là que ça passe. Mais c'est un travail qui est énorme, qui est très fatigant, mais il faut aller convaincre les gens. Oui, alors pour compléter, moi je suis d'accord, je trouve que la question du récit, elle est centrale, et le récit, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Et c'est le récit qu'il faut qu'on arrive à trouver, où on arrive à la fin d'un système, on voit bien, qui en fait ne peut pas continuer, qui est à bout de souffle. Et pour autant, quelque chose doit naître de nouveau. Et on a besoin d'un projet commun. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une agriculture à 2 vitesses, avec ceux qui gagnent beaucoup d'argent, qui arrivent à effectivement sortir la épingle du jeu, qui finalement sont dans des logiques financières, etc. Puis il y a ceux qui, en fait, sont dans la volonté qui sont très investis sur leur territoire, qui veulent reconstruire quelque chose d'une dynamique très territorialisée. Et en fait, aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver un chemin commun, quelque chose qui fait qu'on a tous envie d'y aller.
Et pour moi, je trouve que cette expérimentation, ces expérimentations de la sécurité sociale de l'alimentation, qui sont inventées dans chacun des territoires, en fait, c'est comme des petites histoires, c'est comme 1000 petites histoires que chacun raconte, finalement avec les caisses communes on dépasse les difficultés, puis on arrive à trouver des solutions, et qui petit à petit portent une autre musique. Cette autre musique, je l'espère, arrivera un moment à s'imposer comme un projet commun, global, et qui va emporter en fait l'adhésion du plus grand nombre. Et pour moi, je trouve que le côté transpartisan des caisses communes, le fait que finalement il y ait pas forcément de discussion politique au sens partisan du terme, mais plus chacun vient comme il est, et puis on discute, on réfléchit à de quoi on a envie, qu'est-ce qui serait bien pour toi, qu'est-ce qui serait bien pour moi, et comment est-ce qu'on peut finalement ensemble arriver à trouver quelque chose, un système qui nous convient et qui fait que ça va être quelque part pour l'avenir, on est sûr que ça va marcher, hein, on coche toutes les cases. Si on arrive à créer ce projet, et que finalement ça fonctionne et qu'il a été co-construit, pour moi, on a quelque chose de solide sur lequel on peut s'appuyer, et on peut en fait tous partir finalement un peu en campagne pour dire, voilà, le projet qu'on veut, c'est ça. Et maintenant, comment est-ce qu'on fait pour remettre tous les éléments du Rubik's Cube qui ne sont pas du tout dans le bon sens, il y a plein de problèmes, ça ne marche pas du tout, comment est-ce qu'on les remet dans le bon ordre? Nous, on a un projet, c'est ça, voilà, et on discute. Et à partir du moment où on a un projet, on peut toujours, à partir d'un projet, réfléchir à comment on réorganise le Rubik's Cube. Quand on n'a pas de projet, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, je pense que l'expérimentation, les expérimentations qu'on fait, elles sont là pour nourrir un projet commun. Et c'est en ça que c'est assez révolutionnaire, assez intéressant, mais que c'est qu'une première étape. C'est-à-dire que là, évidemment, on a encore tout à faire et tout à construire. Pour moi, il faut vraiment qu'on continue et qu'on ne s'arrête pas, mais je suis quand même très optimiste. En tout cas, chaque fois qu'on vient ici, on se prend tous une bouffée d'énergie, voilà, parce que c'est vrai que ça porte, quoi. Ce projet, il est très enthousiasmant et très intéressant. Deux réflexions à la première par l'absurde. Moi, je me dis que à partir du moment où on sait, on ne peut plus s'arrêter, en fait. Donc, en fait, on est dos au mur. Donc, en fait, l'alternative qu'on a, c'est quoi? C'est de s'arrêter? Non, en fait, on ne veut pas. Donc, faire des comités de citoyens et que la démocratie reprenne le pouvoir et qu'il y ait un mouvement réel de fond, il n'y a que ça comme solution. Et après, le deuxième truc qui est un peu rassurant, alors je pense qu'il y a peut-être des sociologues dans la salle, mais il y a un truc, c'est qu'il y a un effet de levier, en fait, c'est qu'à partir du moment où on arrive à entraîner suffisamment de monde, par mimétisme, le reste s'aligne. Donc ça veut dire qu'on n'a pas à 100% des gens à les convaincre, à les chercher, à qui il faut parler de la SSA, etc. Il y a peut-être 10% de la population qu'il faut aller convaincre, mais le reste, ça va se faire, entre guillemets, tout seul, par mimétisme. Parce qu'il y aura une appropriation collective du sujet. Donc ça, c'est assez rassurant quand on se dit, le chemin, il est monstrueux, peut-être que finalement, il est moins monstrueux que ce qu'on croit. Peut-être deux réflexions pour partir aussi avec une touche un peu d'optimisme. Et juste pour revenir sur le terme convaincre, je pense que les citoyens n'ont pas besoin d'être convaincus que c'est un beau projet. C'est d'autres personnes qui décident, qui ont besoin d'être convaincus. Je pense que les citoyens sont là pour décider et non pas, ce ne sont pas les cibles qu'on va chercher, quoi. C'est plutôt eux qui construisent le projet. Et peut-être aussi pour remettre un peu en perspective historique, on a l'impression qu'on est dans un climat très morose politiquement, c'est vrai, mais juste pour rappeler l'historique du projet même de sécurité sociale de l'alimentation, il est finalement très récent, et je trouve que depuis 2019, en 6 ans, on a une proposition de loi qui est déposée à l'Assemblée nationale qui parle du sujet, on a je ne sais combien d'expérimentations, plus d'une quarantaine qui se lancent un peu partout sur les territoires, on a des élus locaux qui s'en emparent, et c'est pas rien en fait comme projet politique et comme avancée en si peu de temps. Donc je pense qu'il ne faut aussi pas nier ça et dire que c'est pas fini, mais c'est quand même un bon début. Pour appuyer ce qui vient d'être dit, moi, à titre très très personnel, il y a à peu près 20 ans, j'avais du mal à envisager que nous, concitoyens, concitoyennes, non paysans, s'emparions de la question de l'alimentation. Ce n'était pas un sujet il y a 20 ans. On ne parlait pas de sécurité sociale de l'alimentation. C'était quoi déjà? SSA, personne n'en avait entendu parler. Il y a 10 ans, c'était à peu près la même chose. Et là, effectivement, il y a eu un déclic. Je pense qu'il y a un déclic. Et c'est vrai qu'on le voit à travers la multiplication des expérimentations à travers la France. Ça pousse comme des champignons, cette histoire. Et ce n'est pas anodin du tout. Donc on est en train... En fait, il y a une espèce de... J'ai toujours expliqué ça pendant plein de temps, dans plein de séances de débat, etc., qu'en sortir de la dernière guerre, en 1945, on avait plus ou moins mis dans les pattes des agriculteurs et de l'agrosystème la question alimentaire.
Eh bien aujourd'hui, c'est en train de se renverser. Voilà, c'est-à-dire que c'est les citoyens qui prennent en charge, qui veulent prendre en charge cette question de l'alimentation. Et ça, c'est nouveau. Il faut le voir comme ça aussi. Et ça va très vite. Juste pour ajouter, je pense que la question de l'alimentation est pour les citoyens le prennent, mais ils ont envie aussi d'être éduqués et d'avoir une compréhension, une connaissance. On parlait des filières et de l'importance des filières tout à l'heure. C'est vrai que même dans les caisses en Gironde, j'ai l'impression qu'on a parlé souvent de conventionnement directement avec un producteur, un distributeur, mais pas toujours en allant voir ce qu'était la filière derrière, et ce qu'était la complication de la filière et les contraintes des uns et des autres. Et donc, je pense qu'il ne faut pas oublier que pour que ça fonctionne, pour que ça continue et pour que les citoyens comprennent ce qui se passe, c'est des systèmes hyper compliqués et ça nécessite énormément de travail d'éducation et pas simplement de parler de la SSA, c'est comment on parle des distributions, des filières, des contraintes des uns et des autres, parce qu'il ne faut pas omettre que chacun a ses contraintes. Et c'est peut-être ça aussi dans cette expérimentation, comment on associe le politique, les réseaux d'agriculteurs, de paysans, les distributeurs, les citoyens, pour que chacun se comprenne et puisse parler de la même chose quand il parle de l'alimentation. Et que l'alimentation, ce n'est pas simplement l'assiette, mais c'est bien tout ce qui est décliné derrière. Et ce travail d'éducation, ça nécessite le fait que tout un chacun qui a compris comment ça fonctionnait puisse en discuter et en parler avec les uns et les autres. Comme je suis en sciences de l'éducation, l'éducation nationale a aussi peut-être une activité et du travail à faire. Je veux dire, ça passe à tous les niveaux, puisque c'est quelque chose qui est vital et qui est à la base de tout le reste. Donc, comment se fait-il qu'on n'a pas finalement des séances d'éducation à la question agriculture, système agriculteur, alimentation, dès l'école et dès les premiers temps? C'est peut-être aussi un sujet à travailler. Je peux vous assurer, je connais les programmes scolaires, il n'y a strictement rien derrière ça, ni derrière la formation des enseignants. Alors on peut terminer et remercier tout le monde. Merci beaucoup.